Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Khady Yaletoula Fall. Khady Yaletoula Fall est professeur titulaire de chaire de recherche interculturelle à l'Université de Québec de Chicoutimi et aussi président du comité de pilotage du futur salon du business musulman. Professeur, on parle de business musulman. C'est quoi le business musulman? Tout d'abord, M. Diop, je suis heureux qu'on se croise enfin. À plusieurs reprises, vous avez essayé de m'avoir dans votre émission, mais nos horaires ne coïncidaient pas. Aujourd'hui, on se croise et je vous remercie beaucoup de cette occasion qui m'est donnée de parler à vos téléspectateurs. Le salon du business musulman, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, parlons, qu'est-ce qu'un salon? Et là, je vais essayer d'être assez terre-à-terre pour expliquer le concept. Vous avez un salon chez vous, j'ai un salon, et un peu partout, vous allez chez quelqu'un, vous rentrez dans son salon. Alors, c'est un lieu de rassemblement, d'accueil, et un lieu où on converse, on échange. Mais il y a quelque chose aussi de très important dans un salon, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est exposé dans le salon. Je vais chez vous, sûrement il y a votre photo, la photo de votre femme, de votre père, de votre grand-mère, de votre marabout. Alors le salon, c'est un espace où on expose, met en spectacle, où on valorise quelque chose qui renvoie à soit notre identité, soit à nos goûts esthétiques, soit à notre affection. Alors le salon, c'est un endroit où on expose quelque chose qu'on veut vendre. Vendre pas tout simplement monétairement, mais affectivement, etc. Voilà grosso modo ce qu'est un salon. Mais qu'est-ce qu'un salon du business musulman? Alors là, on expose des produits. Un salon du business musulman, c'est un salon où on valorise, où on expose, où on montre et où se rencontrent des gens qui sont impliqués dans les produits islamiques. Alors, les produits islamiques, ce sont les produits prisés, les produits que recherchent les musulmans et les produits que ceux qui sont en phase avec cette sensibilité religieuse des musulmans cherchent à vendre. Alors, le salon du business musulman, ce sera un endroit, et nous pensons que ce sera aussi CES, où on va accueillir des produits islamiques, que j'appelle des biens de croyance. Et ces produits islamiques vont être exposés par des entrepreneurs qui sont dans le business musulman. Et également, ces entrepreneurs vont tenter de nouer des relations d'échange avec d'autres entrepreneurs de la Oumma. Et également, ce sera l'occasion pour des investisseurs, pour des banquiers d'être là pour les appuyer. Voilà grosso modo. Et ce qui est important, c'est de ne pas penser que le salon du business musulman concerne seulement les musulmans. Parce que et là, j'ai toujours plaisir à dire que un musulman qui serait dans le commerce de l'alcool n'a pas sa place dans un salon du business musulman. Et un des grands producteurs vendeurs de halal à l'Arabie Saoudite, c'est un juif, il s'appelle Herzog. Donc Herzog vend du halal à l'Arabie Saoudite. Et Herzog n'est pas musulman. Alors on voit que ce qui définit les affaires musulmanes, c'est plutôt l'adéquation avec certains principes qui sont recommandés par l'islam. Mais pour le commun des Sénégalais ou bien le commun des citoyens, quand on parle de business et musulman, il semble a priori avoir une sorte d'antinomie. Ben, écoutez, tout dans la vie du prophète est un enseignement pour nous. Tout dans le parcours de la vie du prophète est un enseignement pour nous. On semble créer une antinomie entre islam et affaires, islam et argent. Mais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est marquée par une femme, sa première femme. Khadija, c'était une commerçante. Elle était riche. Et le prophète était également un commerçant. Alors l'islam a un parcours avec les affaires et les affaires ont aidé le parcours du prophète. Alors dire que l'islam s'enferme dans la piété seulement, ou dans la mosquée ou dans le chapelet, c'est ne pas comprendre l'islam. L'islam nous demande d'être riche et l'islam c'est du business. Et donc nous sommes dans cette vision d'un islam qui ne s'enferme pas tout simplement dans la recherche de la piété, c'est important.
dans un islam qui éduque pour la piété, la morale, oui, mais la morale islamique demande d'aider à sortir du sous-développement. La morale islamique demande de travailler à promouvoir l'économie du monde musulman. Mais de manière licite. De manière licite, voilà. Alors, il y a cette notion de licéité qui est une notion importante. Et d'ailleurs, j'ai défini le halal avec deux de mes collègues qui sont des Sénégalais, qui ont travaillé avec moi. Je veux citer le professeur Mamoudou Dimé, qui est à Saint-Louis, et un autre chercheur ici, qui est à l'IFAN, Mohamed Li. Nous avons défini le halal comme renvoyant à la bonne gouvernance. Et donc, le halal, au départ, a été capturé par une perspective. La viande et l'égorgement. Comment égorger? Et c'est à partir de cela, d'ailleurs, que l'Occident nous fait percevoir le halal. Parce que tout le débat actuel en Occident sur le halal, c'est ils sont cruels, ils tuent les animaux, ils maltraitent les animaux, etc. Et ils viennent avec des pratiques qui sont dépassées, des pratiques ancestrales, etc. Alors, on a tenté de capturer le halal sous cette dimension. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les dictionnaires, tous les dictionnaires, et tout ce que j'appelle les définitions institutionnelles du halal, c'est cette première lecture du halal qui sort. Et cette première lecture du halal stigmatise le halal. Parce que le halal est défini comme une manière d'égorger pour que ce soit licite. Alors que le halal renvoie à tout ce qui est licite chez le musulman. Le halal, c'est le comportement du musulman. Le musulman mange, il boit, il s'habille. Le musulman, disons, met des produits cosmétiques. Alors le halal est un vaste chantier d'exploitation économique pour le monde musulman. Et ça, l'Occident l'a compris. Parce qu'en même temps qu'il stigmatise le halal, en même temps qu'il crée tout un débat en France et en Europe autour du halal, en même temps, ce sont les Occidentaux qui sont en tête de la production du halal. Le premier producteur mondial du halal, c'est Nestlé, suivi de McDonald's. Quand on va en France, les plus grands producteurs de halal, ce ne sont pas les musulmans. Et si on regarde les 10 premiers pays qui produisent de la viande halal, aucun pays musulman n'est là-dedans. Donc le halal est une affaire du monde occidental. Et en même temps, ils essaient de nous comprimer, nous les musulmans, dans un débat d'ajustement ou de réaction par rapport à cette stigmatisation, alors qu'eux, ils se développent sur un autre terrain. Mais pourtant, dans l'opinion publique occidentale, la façon d'égorger les moutons, de vendre la viande halal, est un peu stigmatisée. Parce qu'il y a des organisations très fortes, comme le Front National, Brigitte Bardot en France, qui estiment que les musulmans sont cruels avec la façon dont ils tuent pendant la tabaski ou pendant les fêtes religieuses. Alors que c'est faux. Quand on regarde le Coran, quand on regarde vraiment ce que dit l'islam, il y a une douceur et une manière de tuer l'animal qui est extrêmement morale, qui est extrêmement éthique, qui est extrêmement douce. Alors vous savez très bien, monsieur Diop, que lorsque vous avez eu votre premier contact avec le halal par la tabaski, votre papa est allé acheter un couteau, un beau couteau neuf. Et on a essayé de tuer l'animal avec... Et souvent même, tu vois, moi je me souviens, quand on tuait l'animal chez moi, je pleurais. Tu vois. Et donc il y a une certaine... l'islam a un respect pour l'animal, mais le discours occidental domine aujourd'hui celui des musulmans. Les musulmans se taisent. Alors parce que le concept de halal nous a échappé. Je fais une distinction entre 3 types de halal. Après avoir défini le halal comme étant ce qui est licite, je dis qu'il y a le halal culturel. Le halal culturel, monsieur Diop, c'est le halal que vous connaissez en premier lieu. C'est celui que j'ai connu par la tabaski la première fois qu'on se réveille. Bon, c'est la tabaski aujourd'hui, on est dans nos plus beaux habits, on va à la mosquée, papa qui revient, qui tue. Ensuite, il y a un partage de la viande, il y a une manière d'apprêter et tout ça, et telle partie c'est pour la tente, etc. Donc, nous avons il y a ce que j'appelle moi une conception culturelle du halal. Et ensuite, il y a la conception cultuelle, c'est ce que dit le texte, qui nous dit comment tuer
et là, il y a des directives prônées par l'islam. Et il y a aujourd'hui ce que j'appelle le halal mondialisé, le halal économique mondialisé, qui se joue à la conjonction entre le monde musulman et le monde occidental. Et le monde occidental est en train d'orienter ce qu'est le halal. Alors, ils nous disent, mais non, qu'il ne faut plus, par exemple, égorger, même. Ils vont jusque-là. Ou bien il faut égorger l'animal quand il est déjà mort. Ou bien il faut insensibiliser l'animal jusqu'à ce que l'animal... Alors qu'on ne doit pas, dans l'islam, manger du cadavre. Alors, mais les musulmans, l'Occident est en train d'amener les musulmans à reconfigurer cette notion de halal. Et aujourd'hui, il y a tout un débat extrêmement intéressant pour nous les chercheurs, à savoir que devient le halal dans ce monde mondialisé, parce que le halal n'est plus tout simplement un concept religieux. Le halal est devenu un concept marketing. Le halal, c'est pour vendre aux musulmans, et les musulmans se réveillent en se disant, on nous vend, qu'est-ce qu'on a à dire ce qu'on nous vend, et est-ce qu'on peut produire pour nous ce halal-là. Voilà donc... On sait que dans le monde, il y a des milliards de musulmans. Quand on voit un pays comme l'Indonésie, comme la Chine, il y a des milliers de musulmans, en Afrique entre autres. Qu'est-ce que représente ce marché du halal sur le plan mondial? Il y a 1,6 milliard de musulmans. C'est beaucoup. Alors, en Afrique... de notre côté, il y a 240 millions de musulmans. Et donc, c'est un marché incroyable. Ils l'ont compris. Alors, vous voyez, si McDonald's et si Nestlé sont les premiers producteurs mondiaux, et je vous dis une anecdote. Tout récemment, il y a Armani, vous connaissez Armani. Durant la période du Ramadan, Armani a lancé un chocolat halal. Et le lancement, il l'a fait à Jeddah. Alors les gens sont précipités. Donc ils ont compris que là, il y a du business à faire, il y a des consommateurs musulmans, on va produire du halal. Et là, nous, on est des consommateurs. Alors, je dis qu'il y a un paradoxe. Et le paradoxe, il est lequel? C'est que des outils de la jurisprudence musulmane, le halal et également la finance islamique, que moi j'ai introduit dans le halal. Le halal et la finance islamique sont des outils de développement pour l'Occident et non pas des outils de développement pour les pays musulmans. Alors, il y a la Malaisie quand même qui est un acteur important. Il y a l'Indonésie, il y a le Pakistan. Mais comme je vous l'ai dit, parmi les 10 pays qui produisent le plus de halal, les musulmans ne sont pas là. Mais est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Que les musulmans eux-mêmes voient des gens qui ne sont pas de la même religion, qui viennent de vendre un produit qu'eux-mêmes ils devaient vendre. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'initiative justement chez le peuple musulman? Ben voilà. Et donc vous arrivez à l'enjeu de ce salon, c'est qu'ailleurs, un peu partout, en Afrique du Nord et également quand on va dans les pays arabes et tout ça, il y a l'émergence d'une certaine conscience on comprend de plus en plus qu'il y a là un marché et qu'il y a là des outils pour appuyer le développement. Alors, ils sont en train de s'organiser. Mais nous, dans cette partie de l'Afrique, le halal, mais monsieur, je suis sûr que si je parle de halal à des Sénégalais dans la rue, ils ne savent pas c'est quoi le halal. Et d'ailleurs, le Wolof n'a pas emprunté le mot halal. Le Wolof a plutôt emprunté le mot haram. Alors, on a le mot dagan. Et en promenant dans Dakar, en faisant quand même des recherches de terrain, je vois de temps en temps, quelque part, halal 100%. Alors ça veut dire qu'il y a une conscience qui est en train de s'éveiller, et cette conscience renvoie à une identité musulmane, une fierté musulmane. Là, je crois qu'on est en train de comprendre que le halal est un enjeu, et il y a un ensemble de démarches de réappropriation de cette notion-là. Mais nous restons quand même dans une lecture encore du halal qui est marquée par le carné, par la viande. Mais le halal, c'est, comme je l'ai dit, l'habillement, donc la mode. Et il y a la mode halal. Le halal, c'est le cosmétique. Il y a le médicament halal. Il y a, ça va vous faire plaisir, le tourisme halal, qui se développe en Malaisie, qui se développe en Turquie, et surtout en Turquie.
avec une finesse. Et la Umrah et le Hajj sont des éléments du tourisme islamique. En termes de poids financier, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que le halal, en termes, pour l'Afrique, les études ne sont pas faites. Et donc, en même temps que ce salon, mes visites de chercheurs sont de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique autour du halal. Quel est le potentiel? Quels sont les éléments favorables à son appropriation? Quels sont les éléments de résistance? Qu'est-ce qui fait que la finance islamique, qui est un outil, une notion musulmane, pourquoi ça tarde à s'implanter? Est-ce que c'est une résistance politique? Est-ce que c'est une résistance même des consommateurs? Est-ce que c'est un manque d'information? Donc là, nous sommes vraiment dans une première étape. Et donc ce salon, c'est un salon test. Nous voulons faire exister cette chose-là. Mais justement, en termes de création d'emplois, puisque c'est un business, qui dit business des créations d'emplois, qu'est-ce que les Sénégalais, qui sont des jeunes aujourd'hui, qui recherchent l'emploi, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cela? Très bonne question. Hier, avec l'ADPME, nous avons organisé un atelier de travail pour sensibiliser, pour informer, pour mobiliser la petite et moyenne entreprise. Il y avait autour de 150, entre 150 et 180 entrepreneurs. Il y avait des jeunes qui sont dans l'agroalimentaire, il y avait des jeunes qui sont dans le cosmétique, il y avait des jeunes qui sont dans la mode. Alors les jeunes, moi je crois que, M. Diop, que l'avenir de ce pays va passer par la petite et moyenne entreprise. Comment? Si on n'aide pas cette petite et moyenne entreprise à se développer, à émerger, j'ai l'impression que cette voie de l'émergence, cette voie du yokkouté que l'on cherche, ça va tarder. Alors il est temps que le gouvernement comprenne qu'est-ce qu'il y a comme enjeu autour du halal pour l'agroalimentaire. Parce que tous ces jeunes que j'ai rencontrés, hier que nous avons rencontrés, ces jeunes sont dans l'agroalimentaire, la plupart. La plupart des jeunes, et la plupart de ces jeunes veulent se lancer dans l'agroalimentaire. Mais faute de moyens, faute de compréhension, et également faute de connaissance du marché potentiel du monde musulman. Vous voyez, 80% du commerce des membres de l'OCI se fait avec le monde non musulman. Seulement 20% se fait entre les pays de la Oumma. C'est regrettable. Mais en termes d'opportunités, qu'est-ce que les jeunes Sénégalais peuvent attendre de ce business musulman? En création d'emplois, de projets, comment les PME sénégalaises pourraient-elles être créées pour occuper ce créneau? Par exemple, ce que vise le salon, c'est de mobiliser des acteurs du monde musulman ou du monde non musulman qui sont dans le business halal, qui sont implantés, qui ont une expérience, de les amener à Dakar et de les matcher, de les mettre en relation avec des entrepreneurs sénégalais qui ont un profil intéressant, qui ont des projets à monter, qui ont des projets en cours. Et ces gens-là, on va essayer, à partir de leur profil, de les mettre en contact avec ceux qui sont ailleurs. Et également, nous allons essayer d'amener aussi des investisseurs, des bailleurs de fonds, des banques, et les banques vont les appuyer dans ce processus-là. Voilà le sens. C'est un lieu de contact, un lieu de réseautage, à partir de potentialités bien identifiées, parce que ceux qui viendront de Turquie, du Qatar, de Malaisie, d'Égypte, du Maroc et tout ça, ils viennent pour rencontrer non pas le président de la République, non pas le Premier ministre, ils viennent pour rencontrer qui? Des entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont des idées, parce qu'ils savent que le développement n'est plus en Occident. Ils savent que le développement, c'est de ce côté-ci. Et même la Chine commence à être en perte de vitesse. Alors il y a un potentiel là énorme. Et M. Diop... Le concept de halal est un concept nouveau pour ces jeunes qui travaillent dans ce marché-là. Est-ce que aussi ça nécessite une formation pour savoir justement le halal, comment le faire, comment le travailler et comment le présenter? Puisque c'est un produit, ça demande tout un débat autour du marketing. Et, vous voyez, quand je parle du halal mondialisé, donc ce n'est plus simplement comment on tue. C'est-à-dire, il y a tout un process. Et le halal
pour émerger et être un outil d'exportation, il a besoin de passer par la transparence, la traçabilité, la qualité et la sécurité. Et donc, il ne s'agit pas d'être dans la halal pour produire n'importe quoi. Parce que les pays qui demanderont nos produits halal, ces pays ont des exigences. Et il y a des structures de l'OCI comme la société de normalisation et de certification qui est à Istanbul. Cette société est en train de travailler sur les normes de certification. Donc, il nous faut avoir ici également des normes. Là, vous allez voir certifié halal. Mais c'est justement ça le gros problème dans nos pays, la certification, la normalisation. Parce qu'on a vu avec l'AGOA au Sénégal, les Sénégalais ont l'autorisation d'exporter aux États-Unis, ils n'arrivent pas à le faire par les exigences de qualité qu'ils ont mises en place, qu'ils ne remplissent pas. Et ça demande de formation, ça demande de mise à niveau. Est-ce que justement, il ne fallait pas commencer par ça? Mais écoutez, je pense qu'il fallait commencer par montrer c'est quoi les produits musulmans. Parce que, comme je vous l'ai dit, les gens pensaient le halal à partir simplement de la viande et de la transformation. D'accord? Là, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Et ils se rendent compte que beaucoup, sans le savoir, sont dans le halal. Alors donc, il fallait créer cette conscience qu'il y a là un outil qu'ils peuvent exploiter. Et d'ailleurs, vous serez surpris, dans très peu, il y a même de grands entrepreneurs sénégalais qui commencent aujourd'hui à s'intéresser au halal et qui très vite vont faire des campagnes autour de choses qui apparemment n'ont rien à voir avec le halal, comme les voitures, et qui montrent comment cela peut intégrer le halal. Alors donc, il y a ce travail de conscientisation et également le salon va être précédé d'un atelier de formation, de mise à niveau sur la finance islamique. Mais comment financer justement ce halal dont vous parlez? Parce que si on dit qu'on est dans un monde musulman où la religion musulmane interdit l'usure, et si c'est les banques qui doivent financer ces projets-là, qui font des produits halal, il faudrait aussi que l'origine de cet argent-là soit bien tracée, bien licite. Mais voilà, écoutez, là, vous l'avez bien dit, l'islam interdit l'usure. Mais l'islam ne dit pas aux commerçants de faire du commerce ou aux banques de prêter sans en tirer profit. Donc il y a cette, disons, cette mécompréhension de ce qu'est la finance halal, la finance islamique. C'est pour cela que, vous savez, le premier parmi les présidents sénégalais à avoir eu cette intuition de la finance islamique, c'est pas Wade, c'est Abdou Diouf. Abdou Diouf commençait déjà en 1983 à parler de la finance islamique, et d'ailleurs c'est un DG de banque islamique ici qui m'a informé beaucoup sur le processus. Ensuite, Wade est venu. Ensuite, nous sommes en train de travailler et de manière étroite avec le ministère des Finances, donc M. Kane, que je remercie, et le ministre du Budget, M. Diallo, et ils sont des acteurs extrêmement importants de ce que nous faisons. Alors, il y a un intérêt, un engouement qui est en train d'émerger pour tenir compte de ce potentiel et également du fait que nous appartenons à la Oumma et du fait également qu'il faut dire que Wade a ouvert quand même un territoire avec le monde musulman, bon, avec beaucoup de critiques, mais il y a quelque chose qui est là et dont il faudra profiter. Et également, nous avons des banques. La Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement, même la BAD est dans le halal. Et il y a les banques conventionnelles ici qui ont... Donc mais tout cela n'est pas su. Alors nous sommes ici dans un travail de mobilisation, de conscientisation, de sensibilisation, et je crois que ça va... Comment faire aujourd'hui la séparation entre l'intérêt que l'on peut gagner par rapport à ce marché bien précis et l'usure, pour qu'il n'y ait pas une sorte d'incompréhension? Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est la murabaha, c'est-à-dire que vous voulez une voiture, monsieur, bon,